belle correspondance. Cher Lou, vous m'avez manqué hier soir à la séance. J'ai pris la mauvaise habitude de toujours adresser ma conférence à une certaine personne de mon cercle d'auditeurs et ne cessais hier de fixer comme fasciné la place vide que l'on vous avait réservée. Le 28 juin 1914. Cher ami, je vous écris sous le coup de l'assassinat surprenant de Sarajevo, dont les conséquences sont tout à fait imprévisibles. Il me semble bien que la participation personnelle tienne ici peu de place. 2 mois plus tard éclate la Première Guerre mondiale. Comme des millions d'hommes, Freud ne croit pas à la durée de ce conflit. Il se sent solidaire du destin de son pays. Passé le temps des illusions, il exprime son pessimisme dans une lettre à Lou Andrea Salomé. L'humanité, je n'en doute pas, se remettra même de cette guerre, mais je suis certain que ni moi ni mes contemporains, nous ne retrouverons un monde heureux. Tout est trop horrible. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que tout arrive comme la psychanalyse aurait pu le prévoir, d'après sa connaissance de l'homme et de son comportement. En novembre 1916, l'empereur François-Joseph s'éteint après 68 ans de règne. Cette mort annonce la chute des Habsbourg et de l'Empire austro-hongrois. Vienne cessa d'être le centre du mouvement freudien pour devenir une ville du passé où demeurait encore le père fondateur. Une certaine idée de la psychanalyse, nocturne et subversive, s'effaçait avec la fin d'un monde dont elle avait elle-même rêvé la fin. Au moment où éclate la Première Guerre mondiale, Freud a élaboré une partie essentielle de sa doctrine. Combattant le nihilisme thérapeutique de la fin du siècle, il a montré le rôle majeur de la sexualité dans la genèse des névroses. Devenu un savant reconnu, il s'est brouillé avec ses amis de la première heure. Joseph Breuer, Wilhelm Fliess, puis avec l'un de ses précieux partisans, Carl Gustav Jung. Entouré de ses disciples les plus fidèles, Sándor Ferenczi, Ernest Jones, Karl Abraham, il fonde en 1910 le mouvement psychanalytique international qui va conquérir le monde. Il vit à Vienne avec ses 6 enfants et 2 femmes qui veillent sur lui. Martha, son épouse, qui ne s'intéresse guère à la psychanalyse, et Mina, la sœur de celle-ci, qui au contraire l'accompagne dans ses recherches. Au début du conflit, Freud est pris d'un accès de patriotisme de courte durée. Il vit cette guerre comme une épreuve interminable, une violente et irrémédiable cassure. Et il s'inquiète pour ses fils envoyés au front. Il a peu de patience, mais il poursuit son œuvre et donne des conférences à l'université de Vienne devant un public de plus en plus important. La guerre relance le débat sur l'origine traumatique des maladies nerveuses. Les psychiatres sont sollicités par les hiérarchies militaires pour dépister les simulateurs qui cherchent à fuir les combats. Ils utilisent des traitements électriques ou hypnotiques pour guérir les paralysies et les terreurs causées par le feu des grenades et des canons. Les soldats traumatisés sont souvent remis sur pied en 1 semaine. Comme ce soldat anglais, pour être renvoyé au front et parfois à la mort.
Après la Première Guerre mondiale, le paysage de la psychanalyse se transforme. Les écrivains et les intellectuels viennois ont l'impression d'avoir perdu leur identité. Les conditions de vie après la guerre sont terribles. Freud consacre une large part de ses activités à sa propre survie. Nous sommes tous devenus des mendiants affamés, mais vous ne m'entendrez pas me plaindre. Je suis un homme debout et je ne me tiens en rien responsable des folies du monde. La défaite des empires centraux annonce l'insurrection hongroise. En mars 1919, Béla Kun proclame la République des Conseils et crée à Budapest pour la première fois au monde une chaire d'enseignement de la psychanalyse. Sándor Ferenczi est nommé à ce poste. 4 mois plus tard, la commune est réprimée dans le sang par les troupes de l'amiral Horthy, dictateur fasciste. Les psychanalystes prennent la route de l'exil et s'installent à Berlin. Durant les premières années de la République de Weimar, Berlin, où existe déjà une forte tradition psychiatrique, devient un laboratoire pour l'essor de la psychanalyse. La capitale allemande accueille l'avant-garde du mouvement psychanalytique mondial. (1920) wurde das Berliner Psychoanalytische Institut gegründet. Max Eitingon war der Besitzer, würde man sagen. Er hat es finanziert und hat es zusammen mit einer Poliklinik, die 1920 dann errichtet wurde, zu einer Ausbildungsstätte werden lassen, die dann auch ja, durch die erzwungene Immigration vieler Analytiker während der Nazizeit überall auf der ganzen Welt eigentlich zum Modellprojekt wurde. Anfangs haben sich die Psychoanalytiker vor allem so ärmeren Bevölkerungsschichten zugewandt. Leuten, die verarmt waren und aufgrund ihrer neurotischen Entwicklung auch auf keinen grünen Zweig kamen. Und im Laufe der Zeit, also je mehr sich die Psychoanalyse so herumgesprochen hatte, desto mehr Zustrom bekam sie auch von Intellektuellen. Premier institut de formation du monde, la Polyclinique de Berlin va rayonner pendant plusieurs années. Les patients payent leur cure en fonction de leurs revenus et chaque thérapeute est obligé de mener au moins une cure gratuite. Cet engagement social offre de nouvelles perspectives au freudisme. Les candidats formés à la Polyclinique admirent Karl Abraham, premier médecin à avoir exercé la psychanalyse à Berlin dès 1907. Il est la figure orthodoxe du mouvement. Karl Abraham muss wirklich eine sehr imponierende Gestalt gewesen sein. Er hat so als erster die Psychoanalyse ja in Berlin eingeführt und auch in verschiedenen Vorträgen, auch gegen die schlimmsten, abfälligsten Bemerkungen immer wieder verteidigt. Von Freud wird er als Roche de Bronze bezeichnet. Und er hat, was ich doch sehr eindrucksvoll finde, es ist nicht nur seine Originalität im Denken und in der Theorie, sondern auch seine Fähigkeit, eine Gruppe von Schülern, die aber nicht hörig sind, in höriger Abhängigkeit zu ihm standen, um sich herum zu sammeln und gleichzeitig auch ein loyaler Kontrapunkt zu Freud zu sein. Er war nicht in allen Dingen Freuds Meinung und Freud respektierte das. Parmi les nombreux élèves qu'il a formés, l'une va devenir célèbre, Mélanie Klein. Née à Vienne, en 1882, dans une famille juive, elle se marie très jeune et se rend à Budapest, où elle découvre l'œuvre de Freud. Her first analyst was Ferenczi, who actually understood Klein's geniality, and was Ferenczi who actually suggested that he should get interested in analyzing children. And then later on, due again to her
personal circumstances, she went to Berlin and she met Abraham there, Karl Abraham, and started an analysis with him. There is a letter that Abraham writes to Freud where he describes the work that Melanie Klein was doing with very small children. And again, it's Abraham who says, well, the future of psychoanalysis will pass through Melanie Klein. What she's doing is something so new. Mélanie Klein s'écarte de la doctrine freudienne classique en mettant l'accent sur les relations archaïques de l'enfant à la mère. Sa plus grande rivale sera Anna, la plus jeune des filles de Freud, la seule à s'engager dans la psychanalyse après avoir été analysée par son père. Well, you know, Freud had certain rules about psychoanalysis, yes, and he published these rules in these famous papers on technique. And one rule was you do not analyze anybody who's close to you, like a friend. The idea is that the ideal is to analyze a stranger. It seems as though Freud did not read Freud, you know, because he analyzed his own daughter from 1918 on, which is, from a technical point of view, simply terrible. The two of them were virtually merged. I mean, once Freud discovered that she was brilliant, totally loyal, really indifferent to other men, and that she really, the man in her life was her father, and the woman in his life became his daughter. She became simply his alter ego. Antigone de la famille, Anna voit à son père une passion démesurée. Elle est à la fois sa disciple la plus fidèle, sa confidente la plus proche et son infirmière la plus dévouée. Elle deviendra un chef d'école et l'amie de tous les Viennois exilés dans le monde. En 1920, Freud est frappé par la mort soudaine d'une autre de ses filles, Sophie, sa chère, éblouissante Sophie, emportée par une épidémie de grippe. Toute vie tend vers la mort. Freud développe un nouveau dualisme, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Ces deux forces élémentaires s'affrontent pour l'éternité. Son livre, Au-delà du principe de plaisir, reprend le thème de la mort et inaugure le remaniement de sa conception de l'appareil psychique. And then 3 years later, he goes on to develop the idea that the mind is divided not only by the drives, life against death, sexuality against aggression, but also almost, if you wish, a geographic division, which you can't quite find, as it were. He draws a little diagram, but the id, which is essentially inaccessible directly. It's, as it were, so deeply buried that the only way in which you can get at it is indirectly, by mistakes, by dreams, by symptoms, and so on, which show something bubbling up inside. The ego, which is the id, of course, is totally unconscious. The ego, which is partly unconscious, partly conscious, and the superego, which is also partly conscious, partly unconscious. Now, the superego can be called simply, if you want, the conscience. Although it's a little more complicated than that, but it has some similarities. And the ego is, in a way, the part of the mind which deals with mastery of the world. It's in relation to outside forces. It acts on them. It receives them. It reinterprets them. It organizes the mind. But it is also partly unconscious. So it's not simply what we might call reasonable thinking, although that's part of it. And this division then serves to underscore the fact that mental conflict, which he has always been interested in, that mental conflict is simply everywhere. Because these three agencies, let's say, the id, ego, superego, are very rarely completely at peace with each other. And what you can get is a kind of suspension of hostilities, a truce, but much of the time, let us say, the superego will attack you. It is mostly, if not always, but mostly negative, punitive,
is itself a source of feelings of guilt and so on. Now this is actually, it turned out, I think, that this idea, plus the idea of the two fundamental forces, which are in opposition to one another, turned out to explain much more about mental operations than before. So in that sense, it's a real gain in clarity. Ces nouvelles théories ne sont pas facilement acceptées par les disciples. Mais les candidats qui veulent se faire analyser par Freud pour devenir psychanalystes sont de plus en plus nombreux. La plupart d'entre eux viennent des États-Unis. Ils cherchent à saisir le sens de la pratique analytique à travers une cure personnelle. Les Américains, à partir des années 1910 et jusqu'en 1925, s'enthousiasment pour la psychanalyse. Parce que pour eux, c'est une thérapie du bonheur. Ils sont à leur façon très créatifs, les Américains. Il ne faut pas faire de l'anti-américanisme primaire, comme Freud l'a fait. Freud a dit, la psychanalyse va aux Américains comme une chemise blanche à un corbeau, je crois. C'est sa phrase. Donc il les détestait. Il les détestait, on comprend pourquoi. Parce que quand ils ont commencé à venir se faire analyser à Vienne, en 1919, 1920 et jusqu'en 1930, pour cet esprit complexe, viennois, européen, qu'était Freud, habité par la mort, habité par des paysages, quoi qu'il en dise, je ne sais pas, de l'esthétisme de la Renaissance, de toute la culture classique. Eh bien, qu'est-ce qu'ils voyaient arriver? Des puritains qui avaient envie que les gens soient heureux. Rien n'est plus étranger à Freud que ce genre d'histoire. Freud cherche à disséquer l'âme humaine. Il est l'héritier du romantisme d'un côté. Et quand il est clinicien, il cherche à guérir, il ne cherche pas à adapter. C'est deux choses différentes. Il cherche à ce que quelqu'un comprenne ses symptômes, non pas aille mieux, se comprenne. C'est à la gare de Vienne, en 1921, que plusieurs Américains et quelques Anglais arrivent pour rencontrer le maître. L'un d'entre eux, Abraham Gardiner, psychanalyste et anthropologue, se souvient. Freud came down to meet his new analyst and No. He was coming home from his vacation. And we met him at the railroad station. And it was a very cold day. It was only September 25th, but he was dressed up in a fur coat and a slouch hat. And I was rather disappointed because I expected a more imposing-looking man. He was rather short. He was? Yes. He wasn't tall. He was only about 5'6", I would say. And not terribly imposing, extremely friendly, and very glad to see me, and... Did he speak English? Perfect. Perfect. And I was analyzed in English. $10 a session. Oh, that was a fabulous fee. Yeah. That was an enormous fee, considering that the dollar brought 3,300 crowns. So that meant 3,300 crowns times 10. That's 33,000 crowns. Imagine what that was if a good meal in Vienna cost 75 crowns. He was an extremely penetrating in his insights, by the way. This man was uncanny in his insights. But it was all draped around the Oedipus complex. He referred occasionally, he'd say, well, of course, this is an anal erotic thing and this is an oral erotic. But he wasn't systematic about it. Il est de nouveau frappé par un deuil. Son petit-fils préféré, Heinz, le fils de Sophie, meurt en 1923. Je supporte très mal cette perte. Je crois n'avoir jamais éprouvé un tel chagrin. Tout m'est devenu indifférent. Cette même année, son médecin détecte une tumeur cancéreuse à la mâchoire. Pendant quelque temps, il cache la vérité à Freud. Ernest Jones, son biographe et ami, fut le témoin des souffrances qu'il a endurées. It went on for 16 years. He had 23 operations in that time, major operations, with all sorts of things being done in between in the way of radium or X-rays or diathermy or different things to torture him, you may say, and manufacturing complicated dentures. Well, he was really never free of discomfort and mostly of pain.
16 years, which he bore with exemplary fortitude, resignation, quietness. I only once in all that time ever heard him complaining. And that was when he was really, it was almost unbearable. And he said, "This is really unnecessary." Berlin 1925. Karl Abraham meurt brutalement à 48 ans. Cette mort prématurée est ressentie comme un véritable désastre par les pionniers du freudisme. Berlin a perdu un maître et ceux qui la formaient sont désorientés. Mélanie Klein quitte l'Allemagne et se rend à Londres à l'invitation d'Ernest Jones pour y donner une série de conférences sur son approche analytique. Elle est la première à analyser de très jeunes enfants pour essayer de comprendre l'origine des psychoses. Ces théories emportent l'adhésion des praticiens anglais. Her own ideas were practically that there was an original, although very primitive, relationship between the baby and its own environment, first of all with the mother, but as she called it, as a partial object, as a breast, as a piece of her body and so on, which gradually developed and became then more and more coherent. But what she was claiming is that according to her, the idea of a primary narcissism, i.e. a non-relationship between of the life, there was some sort of awareness in the baby of the existence of somebody outside him that was not him. Fraction of seconds sometime, then the baby got back to his delusion or illusion that he was fused with the breast of the mother. But according to Melanie Klein, this is a fundamental structural characteristic of our life. It's a very, in some way, tragic vision. Pour Mélanie Klein, la naissance est une séparation douloureuse que l'enfant devra supporter en construisant son propre univers fantasmatique composé d'objets bons ou mauvais, d'amour, de haine, d'envie. Elle est la première à développer une technique de jeu qui permet d'accéder à l'inconscient des enfants de 2 à 3 ans. En observant la manière qu'a l'enfant de jouer, elle déchiffre ses fantasmes et tente de saisir l'origine des psychoses infantiles. À mesure qu'elle élabore son système, elle en vient à situer le complexe d'Oedipe dès la première année, et non vers 2 ou 3 ans comme l'avait supposé Freud. If one wants to have an idea in visual terms or in cultural terms of what Melanie Klein was trying to describe with her notions of unconscious fantasies, one could maybe use some experience related to contemporary art in general. One could be really Max Ernst. Think of the forests of Max Ernst. When you get near and what you see, these monsters. Max Ernst, André Breton, Salvador Dali, les surréalistes s'emparent des idées de la psychanalyse. Pour eux, elle est une expérience subversive qui révèle à l'homme sa vraie réalité. Le monde du rêve et de la folie, de l'invention et de l'altérité. Freud a été très effrayé lorsqu'il a rencontré Breton, Salvador Dali encore plus. Pour lui, manifestement, c'était des énergumènes qui utilisaient sa théorie sans l'avoir bien comprise et qui étaient plus du côté de la bouffonnerie ou de la dérision que du côté d'une démarche littéraire ou artistique valide. Encore une fois, Freud est quelqu'un qui reste fidèle à une esthétique très classique et, si je puis dire, goethéenne, d'ordre et de clarté et de lucidité. C'est un homme des Lumières. Donc
la déraison surréaliste mise en œuvre lui paraît une aberration totale. Les surréalistes célèbrent la beauté convulsive de la femme hystérique. Elle est à leurs yeux la nouvelle esthétique des temps modernes, comme l'extase mystique des femmes. Le Paris des années 20 a changé de visage. Les rues sont pleines de bruit, les cafés regorgent de lumière. C'est le début des années folles. Les femmes ont raccourci leurs robes et coupé leurs cheveux. Partout éclate un nouveau style de modernité. La psychanalyse fait son entrée avec retard dans le monde médical français et dans les salons littéraires. Alors pourquoi est-ce que la France est en retard? Pour beaucoup de raisons qui tiennent en effet à la caractéristique du savoir français. D'abord, il y a eu Pierre Janet, c'est-à-dire il y a eu donc un Freud français qui s'appelait Pierre Janet, qui était un psychologue, un des fondateurs de la psychologie clinique, de la même génération que Freud, et qui a élaboré lui aussi une théorie de l'inconscient psychologique, et qui avait au fond une célébrité presque aussi grande que Freud, et qui développait une théorie complètement aujourd'hui caduque, mais qui a rayonné pendant très longtemps. Il s'occupait aussi de malades hystériques, donc il y a une tradition déjà implantée. Il y a en outre quelque chose vraiment de très fort, c'est le pays probablement le plus germanophobe pour des tas de raisons. Deux guerres avec l'Allemagne. Donc toute théorie qui arrive d'Allemagne est considérée comme une théorie Bosch en France. Donc ça fait obstacle. Malgré ces résistances, deux groupes voient le jour en 1925 et 1926. La Société psychanalytique de Paris et l'Évolution psychiatrique. Leurs fondateurs sont plus les héros d'une aventure que les théoriciens d'une doctrine. René Alendi, Eugénie Sokolnika, Henri Codet, Sophie Morgenstern, Adrien Borel, Rudolf Loewenstein, René Laforgue, Marie Bonaparte, Georges Parcheminet, Paul Schiff et Édouard Pichon. En France, Pichon est un personnage fascinant. À l'origine, c'est un grammairien, membre de l'Action française et admirateur de Maurras. Donc, rien ne prédisposait cet homme à s'intéresser à la psychanalyse. Il faisait même partie de ceux qui étaient les adversaires de la psychanalyse. Or, c'est un de ces personnages, comme moi je les aime bien, c'est un personnage paradoxal qui va s'intéresser quand même à Freud au prix d'une distorsion personnelle extraordinaire. Pourquoi? Parce que Pichon, c'est la grammaire d'Amourette et Pichon que nous avons tous étudié dans notre enfance sans le savoir. C'est par l'intérêt qu'il porte à la langue et donc au concept et à l'idée que la langue façonne le sujet, qu'il va s'intéresser à Freud. Il veut fabriquer un mélange de grammaire freudienne et de psychanalyse française. Et il va essayer de théoriser, de donner un contenu intelligent à cette psychanalyse à la française. Alors bien entendu, je ne sais pas comment dire, pour Freud, tout ça est des aberrations françaises. Pichon, ça n'existe pas pour Freud. Un deuxième personnage, beaucoup plus complexe, c'est René Laforgue, qui est né en Alsace, et en Alsace allemande. Donc lui a une très longue correspondance avec Freud, c'est un psychiatre, spécialiste des psychoses, et c'est lui le fondateur du mouvement psychanalytique français. C'est lui qui envoie Marie Bonaparte à Freud.